Jay, je veux acheter un smartphone, fa la 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 la. Quelle marque ou modèle conseilles-tu, fa la 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 la. Je ne sais pas quoi prendre pour moi, aide-moi mon beau Jay. Jay, je veux acheter un smartphone, tes recommandations sont appréciées. Toujours dans mon beau décor festif avec nouveau Steve, mon compatriote des fêtes, parce que mon gros cadeau cette année pour vous, c'est cette vidéo, un guide complet sur les smartphones ou téléphones intelligents. On a une grosse vidéo devant nous, ok? Mon but était de faire une référence qui sera utile pour un bout. C'est vraiment la question que je reçois le plus. Jay, quel téléphone intelligent ou smartphone je devrais acheter? C'est une question qui est difficile à répondre sans connaître vos besoins et ce que vous avez déjà. Il n'y a pas de meilleur téléphone pour tout le monde et généralement ce que j'utilise moi-même est vraiment pas optimisé pour les besoins communs, ok? Donc, comment on va faire ça? 1. Je veux qu'on passe cette vidéo-là sur des petites bases avant que ce soit le bordel dans les commentaires. 2. On va passer à travers la majorité des marques ensemble pour vous donner une idée des autres options. Et 3, on va finir avec des recommandations et notes importantes. Cette vidéo est aucunement sponsorisée par personne. Personne n'a assez d'argent pour acheter mon intégrité, hein? Et contrairement à la dernière vidéo avec Huawei, je vous parle de ma montre préférée, eh bien, il n'y a pas juste une marque de téléphone que j'aime. Par contre, si vous voulez ce nouveau téléphone sur le meilleur réseau 5G, allez voir mes amis chez TELUS. Je vous le conseille fortement. Good? Ça vous tente? Mettez-vous confortable et allons-y, cette vidéo, c'est en majorité juste moi qui parle. Il y a une différence importante entre une opinion personnelle et des recommandations d'experts. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, on va remplacer les téléphones par des voitures. Si j'ai une famille de 5 qui a une auto sport 2 portes, ils ont totalement le droit d'aimer leur auto. C'est leur opinion personnelle. Mais objectivement, ça reste un mauvais choix. Faut baisser les sièges à chaque fois, ils sont coincés à l'arrière, mettre et enlever le siège du bébé, c'est le bordel, il n'y a pas d'espace dans la valise, bref, c'est un mauvais choix. Okay? Ils ont entièrement le droit de l'aimer, bravo pour eux, mais objectivement, ça leur prendrait une berline ou un petit VUS. C'est facile d'aimer quelque chose quand on ne connaît pas réellement ce qu'il y a d'autre. C'est pour ça qu'il y a des experts qui essaient continuellement une tonne de véhicules, massivement plus que vous et moi, et qui ont même des compétences en mécanique pour bien les comprendre. Faut pas oublier le facteur prix aussi. Une Mazda 3 et une Honda Civic sont deux véhicules très bons qui coûtent environ le même prix, entre 20 et 30 000. Mais si Mazda un jour décide de monter le prix de 20 000 à 60 000, alors non, on s'en fout que c'est un bon véhicule de base. Pour 60 000, c'est rendu de la marde, surtout comparé aux autres options. Mon point avec tout ça, c'est que vous avez le droit d'aimer le téléphone que vous avez en ce moment. C'est votre opinion. Mais pitié, chialez pas dans les commentaires en bas si je dis que je le recommande pas. Je m'en fous, je vais vous bloquer. Là. Comme vous voyez sur la table, j'en essaie des tonnes de téléphones. C'est ma job. C'est des recommandations d'experts et non une opinion personnelle. OK, on se comprend? Je sais que c'est plate comme conversation, mais je reçois tellement de messages de « Jay, je l'aime mon téléphone » ou « Jay, telle chose est le meilleur ». Bravo, mais... Les chialeux sont partis, là? Pis chialeux? Good! L'autre point important, c'est Android. iOS, c'est assez simple, c'est le système d'Apple qui roule sur leur iPhone, mais Android, c'est un peu différent. Android, c'est le système de Google, mais chaque fabricant fait généralement sa propre version d'Android. Donc, Android sur un Pixel par Google est différent d'Android sur un Galaxy de Samsung ou Android sur un Moto de Motorola. En général, ça fonctionne tout pareil, c'est compatible entre eux, facile de transférer d'un à l'autre et c'est généralement le même Play Store derrière qui roule vos apps préférées. Mais c'est important à comprendre que Android est comme une maison de base que chacun rénove et décore à sa façon. L'expérience dans un n'est pas représentatif de l'autre. Android aussi est massivement plus personnalisable qu'un iPhone. Autre que de changer le positionnement des icônes ou le fond d'écran, ça reste pareil et c'est extrêmement générique. Sur Android, tu peux faire ce que tu veux, même installer une nouvelle interface complètement différente dans le store. Donc c'est pour ça que les gens habitués sur iPhone, quand tu prends le iPhone de ton ami, il n'y a aucun problème, mais après tu es désorienté sur le téléphone Android de l'autre parce qu'il a massivement plus arrangé comme il l'aime. C'est pas mal fait, c'est juste encore mieux fait pour cette personne. C'est pas générique. OK, on a fini avec les petites notes? On part ça. On se cassera pas la tête, on va passer à travers la majorité des marques ensemble. C'est sûr j'en oublie, mais je voulais passer à travers les principaux que je connais et qui sont disponibles ici. Sony! Sony est une grosse compagnie qui
font des super caméras, ils font chier Marvel en tenant les couilles de Spider-Man, ils font des consoles de jeux qui ont pas Halo et pas d'abonnement avantageux comme Game Pass, ils font des télés, des écouteurs et ils font encore aujourd'hui des téléphones. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas leur téléphone? Surtout qu'à l'époque, les téléphones Sony Ericsson étaient très populaires et fréquents. Leurs téléphones sont surtout axés pour les professionnels aujourd'hui avec des fonctionnalités manuelles avancées pour la caméra, des options pour être utilisées comme écran externe et une construction plus solide. Si vous espérez faire clic et d'avoir une bonne photo, ce sera vraiment pas le cas. Okay? Assez ironique, sachant que la majorité des téléphones ont des capteurs Sony dedans. Toutes ces belles fonctions avancées vont vous coûter cher. C'est des appareils très dispendieux qui servent à une audience précise, les professionnels en audiovisuel. Sans compter qu'ils ont tous des noms compliqués qui font aucun sens. LG. LG est mort. Ils ont arrêté de faire des téléphones. Fun fact, c'est vraiment dans les premiers à avoir poussé pour la caméra grand angle qui est standard et très appréciée aujourd'hui, mais ils ont perdu trop de temps avec un système modulaire vraiment mauvais sur un de leurs téléphones, une tonne de problèmes techniques et juste rien d'excitant ou compétitif pour rester en vie. Le LG Wing était spécial, leur concept de téléphone déroulable aussi, mais il était malheureusement trop tard et ils se sont retirés officiellement. Xiaomi. Xiaomi est une marque chinoise extrêmement forte avec des très bons développements en Inde, en outre à travers la marque Poco, et une croissance continue en Asie. En ce moment, ils sont en train de se choper tout le marché à l'international que Huawei avait avant que les États-Unis sont venus casser le party. La grosse force de Xiaomi, c'est le rapport qualité-prix. Ils vont vous donner de la performance et une qualité incroyable pour un prix imbattable, même ridicule. La version d'Android MIUI est aussi simplifiée et épurée pour rendre ça plus accessible. Pour l'Amérique du Nord, c'est plus compliqué, il faut importer un téléphone, si possible d'en trouver un global et qui a les bandes LTE et 5G avec votre fournisseur de services. Donc pas l'expérience d'achat la plus smooth, disons, mais d'excellents appareils. Unihertz. Ils font des téléphones vraiment spéciaux comme le Jelly, le mini-téléphone que je vous ai montré dans une ancienne vidéo, ou leur série Titan qui intègre un clavier style BlackBerry. Si vous voulez quelque chose de très spécial et différent, ça peut valoir la peine de voir ce qu'ils font. Microsoft. Non, je vous parle pas des Windows Phone, qui était un de mes téléphones préférés il y a jadis, juste ici. J'ai adoré Mi Lumia et Windows Phone 8 jusqu'à temps qu'ils scrapent le tout avec la version 10. Mais oui, Microsoft, aujourd'hui, à travers leur fantastique gamme Surface, font des téléphones Android. Je dis téléphone comme ça parce que c'est plus des appareils de productivité et divertissement qu'un téléphone normal. Avec les deux écrans de la série Duo, lire un livre, faire deux choses en même temps, prendre des notes avec le crayon ou même gamer sera une expérience hors du commun. Si vous êtes capable de regarder au travers de la caméra médiocre, les bugs et le prix exorbitant. Si oui, vous allez avoir un appareil qui offre une expérience inégalée. Regardez-moi cette affaire-là. Là. Vous allez en voir un peu plus du Surface Duo 2 sur mon Instagram. Cat. Caterpillar est une compagnie très connue en construction avec leur grosse machine jaune moutarde, mais savez-vous qu'ils font aussi des téléphones? Si jamais vous avez besoin d'un téléphone qui est construit ridiculement plus solide que la moyenne, Cat ont le chantier dans le cœur. Ils ont même un téléphone qui intègre un capteur thermique dedans. Ça peut valoir la peine d'avoir un appareil qui fait tout dans sa poche, autant pour ses besoins que le travail si les deux sont très mélangés. C'est cher, c'est pas le plus rapide, ce sera pas les plus belles photos, mais hey, tu le briseras pas et tu pourras avoir une vision prédateur quand tu veux avec le capteur thermique FLIR intégré. Huawei! Oh Huawei, ça me fait tellement de la peine. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu un P20 ou un P30, il y a d'excellentes chances qu'il ou elle a adoré son téléphone. Leurs deux grandes forces, c'est la caméra et l'autonomie. Mon P30 Pro, ici, vieux de 2-3 ans, prend encore des photos qui rivalisent les derniers appareils. Et 2 heures dans le lit sur mon téléphone passées au travers de 3-4% de la batterie, c'est assez ridicule. Huawei était en route vers la dominance et donner de la sérieuse compétition jusqu'à temps que les États-Unis ont voulu être anti-compétitifs et leur enlever l'accès à une tonne de technologies matérielles comme des processeurs et logiciels comme les services Google avec le Play Store. Donc si vous voulez un téléphone incroyable, vous pouvez acheter un téléphone Huawei comme le P40 Pro, mais vous n'aurez pas accès à certaines applications et d'autres devront être installées à travers des façons alternatives comme Petal Search. Malgré ces limitations-là, Catherine, qui a un Pixel 6, un Galaxy Z Flip 3 et un S21 Plus, veut des fois retourner sur son P40 Pro Plus malgré les limitations tellement que c'est un bon téléphone, surtout à cause de la caméra et de la batterie.
Donc, si les apps sur Petal Search et l'App Gallery sont en masse pour vous, c'est sans aucun doute dans les meilleurs téléphones sur le marché. Oppo et Vivo. Je mets les deux dans le même bateau parce que ça reste comme Xiaomi, deux marques chinoises, mais qui sont un peu moins connues ici. Encore une fois, beaucoup de performance et d'ingénierie, compétitifs pour le prix, mais ils visent généralement un peu plus haut de gamme dans ce qu'ils font. Ils sont des innovateurs assez intenses par moment, donc si vous voulez avoir quelque chose de différent et qui intègre certaines des dernières innovations, ça peut valoir la peine d'explorer. Faut juste l'importer. Fairphone. Quoi c'est ça, un Fairphone J? N'importe qui m'écrit d'un appareil qui n'est pas un Fairphone pour me parler de l'environnement est techniquement très mal placé. Encore plus si c'est un iPhone, mais ça, on s'en parle bientôt. Les Fairphones sont des appareils conçus pour durer aussi longtemps que possible avec une longue garantie et un appareil entièrement réparable. Donc oui, vous pouvez acheter par vous-même n'importe quelle pièce, facilement le démonter avec un tournevis standard et aucune colle dans le chemin et le garder en vie aussi longtemps que possible. L'objectif est totalement l'environnement, la durabilité et l'accessibilité. Par contre, c'est sûr que c'est pas le plus beau, le plus performant, le meilleur pour le prix. Il y a un impact à avoir un téléphone autant facilement réparable. Alors rendu là, c'est une question de priorité. OnePlus. OnePlus est disponible en Amérique du Nord, font des téléphones depuis longtemps, bien supportés, bien balancés et très performants. C'est vraiment une option fantastique, surtout leurs super offres sur leurs plus vieux modèles. Alors pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler? Parce qu'ils ne vendent pas leur téléphone à travers les fournisseurs. Je ne peux pas juste aller chez TELUS, acheter un OnePlus avec un forfait et le payer par mois. Si je veux un OnePlus 9, il faut que je l'achète à plein prix à 1000 $ sur leur site. Rendu là, je vous conseillerais de sérieusement regarder pour leur plus vieux modèle en rabais, comme au moment de cette vidéo, le 8T à 599 $. C'est un super deal si vous voulez acheter un téléphone plein prix et après aller chez TELUS, par exemple, et vous prendre un forfait mensuel sans aucun contrat à meilleur prix. Très bon téléphone, balancé, un Android très simple et personnalisable. C'est une excellente balance entre un Pixel et un Galaxy si vous êtes prêt à payer plein prix pour l'appareil. Et un coup de cœur de mon homologue techno, Pascal Forget. Gardez un œil sur leur série moyenne gamme OnePlus Nord. Asus. Une autre très bonne marque qui n'est pas assez souvent dans la conversation, c'est Asus. Vous connaissez sûrement leurs ordinateurs, les nerds comme moi, leurs cartes mères et cartes graphiques, mais leurs téléphones sont assez méconnus. Pourtant, ils sont vraiment cool. Ils ont une gamme de téléphones, ROG, Republic of Gaming, optimisés pour le gaming, qui sont ridiculement performants et ont des batteries massives, sans compter des designs assez frappants. Sinon, dans leur Zenfone, Asus sont forts sur le module de caméra arrière motorisé pour l'utiliser dans n'importe quel angle, incluant comme caméra frontale. Pas la meilleure qualité photo, mais concept super intéressant. C'est un autre candidat dans le moyenne gamme qui vise le rapport qualité-prix aussi. Motorola. Là, il faut qu'on parle de Motorola. Mesdames et messieurs, si tout ce que vous faites sur votre téléphone, c'est de prendre des petites photos ici et là, parler à vos amis, chiller sur Insta et des petits jeux de temps en temps, ben pourquoi vous payez 1000 $ et plus au final pour un téléphone quand un de moins de 200 $ ferait entièrement la job? Les téléphones plus haut de gamme de Motorola valent pas trop la peine, sauf peut-être le Razr qui est quand même cool, mais ça se compare pas aux Z Flip 3. Ça, c'est un Moto G Play que j'ai acheté avec taxe à 180 $ chez Costco, neuf et débloqué. Activez-le où vous voulez avec le forfait que vous voulez, sans contrat, et ça fait tout. Je vais sur Internet, j'ai l'assistant Google, je joue à Superfudge, à la navigation, etc. Sur les photos, c'est pas comparable à mon Pixel et c'est pas rapide comme mon Galaxy, mais tu sauves assez pour t'acheter un nouveau laptop, des écouteurs et 300 McNuggets si t'es prêt à attendre 1 à 2 secondes de plus pour que ton application ouvre. Il y a aussi le Moto G Stylus avec un crayon et le Moto G Power qui a une batterie gigantesque. Fun fact, ça coûte moins cher d'acheter ce téléphone-là au complet que le montant pour réparer l'écran sur un iPhone. Parlant d'iPhone, Apple. Bon, on passera pas par 4 chemins, vous l'avez sûrement compris à travers mes commentaires dans cette vidéo. Il y a d'aucune façon que je peux recommander un iPhone. Là, c'est pas du hate aveugle pour Apple. Si vous me suivez ailleurs, vous avez vu que j'ai payé de ma poche 5000 $ pour le nouveau MacBook Pro et j'ai aussi acheté un iPad Pro pour aller avec. La vidéo sur ça est la prochaine sur cette chaîne. J'utilise régulièrement des produits Apple pour développer et tester nos jeux qui sont disponibles dans le App Store et j'ai longtemps travaillé avec un Mac comme ordinateur principal. Catherine m'a même connu avec un MacBook Air en main. Maintenant, ceci étant dit, pourquoi je ne peux pas recommander un iPhone? C'est une marque importante et un appareil populaire, alors on va prendre le temps qu'il faut pour décomposer ça en 4 grandes raisons objectives.
La première, c'est le connecteur Lightning. C'est tellement une décision horrible que l'Union européenne est en train de travailler sur une loi pour forcer Apple à changer ça. En bref, tous les nouveaux appareils sur la planète utilisent un connecteur USB-C. C'est réversible, versatile, mince et supporte une tonne de standards de USB 3 à Thunderbolt. Donc, je peux avoir un accessoire, un chargeur ou un câble qui fonctionne partout à travers tous mes appareils sans problème, à l'exception des iPhones. Non seulement c'est dysfonctionnel, c'est anti-compétitif et c'est aussi une catastrophe écologique. Si je prends un accessoire comme ma manette pour téléphone, j'ai ce modèle-là en USB-C qui marche sans problème avec tous les téléphones sur la planète. Mais là, il faut en faire un autre avec le plastique, avec les circuits, avec les métaux, avec la boîte, avec le transport, juste pour le iPhone parce que Apple veut plus d'argent. C'est une perte de ressources et d'énergie immense, en plus de rendre ça difficile de changer à un autre téléphone. Et dites-moi pas que c'est une question de sécurité, littéralement les MacBooks et iPads sont rendus USB-C. Donc de base, sans un connecteur USB-C sur un iPhone, jamais je vais recommander un iPhone parce que, entre autres, j'aime ma planète et l'environnement, et aussi les options. Et déjà qu'un téléphone, c'est pas la chose la plus écologique, on fera pas exprès. Le deuxième, et vous l'avez sûrement compris un peu, c'est l'incompatibilité. Apple fait tout pour s'assurer que vous ne pouvez pas avoir de décision d'achat éclairée. Si j'aime pas ce que Samsung fait au moment de l'achat de mon nouvel appareil, je peux aller voir ce que Google fait, ce que OnePlus fait, ce que n'importe qui d'autre décide de faire. Transférer d'un Android à l'autre est simple et c'est une raison qui se force toutes pour rester compétitif. Même au niveau des accessoires, c'est simple. Ma montre intelligente Huawei ou même une de Samsung va fonctionner en majorité avec les autres marques. Même principe avec des Google Home ou des Nest Mini. Ça marche même sur votre rectangle de la pomme. Par contre, sur un iPhone, Apple fait exprès de bloquer certaines fonctionnalités pour que seulement eux puissent y avoir entièrement accès et vous vendre des Apple Watch et des HomePod. HomePod qui pendant un moment fonctionnait seulement avec Apple Music et non Spotify. Tu parles d'une méchante gang de crosseurs. Et l'Apple Watch ou le HomePod qui ne fonctionne pas avec les appareils Android, donc vous êtes pris chez eux. Parce que vous avez dépensé déjà des centaines de dollars pour ça. Google Photos, Waze, OneNote, Keep, Kindle, toutes des applications multiplateformes qui marchent autant sur tous les téléphones Android, le web ou un iPhone. Mais l'application de notes, photos, iBooks, calendrier, tout est conçu sur un iPhone pour rendre ça difficile d'aller à l'extérieur de leurs produits. Donc pourquoi volontairement acheter une prison anti-compétitive et faire exprès de s'installer ou rester installé moyennement confortablement dans quelque chose d'autant restrictif? Troisième point, c'est le marketing. Si tu vends un téléphone de 1500 $ qui finit par le mot pro avec des grosses pubs qui n'arrêtent pas de dire à quel point il est puissant, je m'attends à avoir des fonctionnalités professionnelles. Pourquoi est-ce qu'un téléphone pro de 1500 $ est pas capable de rouler 2 applications en même temps, comme un téléphone Android de 180 $? Pourquoi est-ce que je dois sortir de ce que je fais pour aller dans les settings, pour aller ajuster mes options? Pourquoi est-ce qu'il manque, encore aujourd'hui, un morceau d'écran en haut après autant d'années? Pourquoi j'ai pas en même temps, comme tous les autres, un lecteur d'empreintes digitales en plus? Elle est où l'innovation? Pourquoi j'ai pas un mode manuel sur la caméra ou de juste pouvoir placer le bouton où je veux pour en prendre une, comme avec les Galaxy? Comment des appareils 3 fois moins chers en offrent plus? Pourquoi ton iPhone 13, qui est réellement un iPhone 12S, soyons honnêtes, a un écran qui rafraîchit à 60 Hz quand les téléphones de moitié du prix rafraîchissent à 90 ou même au double? Le marketing est en train de programmer tout le monde comme quoi que c'est les meilleurs téléphones quand ils vous en donnent tellement pas assez. Et là, les gens continuent d'acheter. C'est une façon de dire à Apple qu'ils peuvent continuer de mentir et charger plus pour moins. Mettez donc de l'argent de l'équipe marketing dans l'ingénierie. Ce qui me mène au dernier point, le prix. Là, on retourne avec l'exemple de la Mazda 3 au début. Prends ton iPhone 13 et vends-le la moitié du prix et on a un fantastique téléphone malgré tous les autres problèmes avec iOS et les restrictions. Mais tu peux pas prendre quelque chose qui vaut et compétitionne autour de 400 $ et le vendre 1000. En fait, oui, tu peux si les gens ferment les yeux et décident de l'acheter pareil, mais c'est d'exploiter les gens qui se fient à Apple de leur vendre le meilleur pour le prix et non le meilleur pour ce que ça leur tente cette année parce que tu vas pas switcher de toute façon, alors pourquoi se forcer? Donc, pensez à la planète et à la simplicité, donnez-vous le choix et l'option d'aller et d'acheter ce que vous voulez. Croyez pas au marketing qui vous dit que vous avez une chose dans vos mains quand c'est pas le cas et payez pas massivement plus cher pour tous les désavantages que je vous ai mentionnés. Ben oui, c'est dur switcher, mais c'est justement le premier signe que ça devrait être une bonne idée de le faire. Et regardez-moi, là,
Mes photos sont belles, je suis productif, je peux avoir n'importe quel téléphone sur la planète. Je les essaie toutes et je choisis pas un iPhone. Je m'en vais le retourner à chaque fois après de l'avoir essayé. Donc, Jay, il y a 2 grandes marques que tu n'as pas nommées. Yes, je voulais finir avec ces 2-là parce que c'est ma recommandation. On parle bien de Google et Samsung. Je vais y aller simple. Est-ce que tu as présentement un iPhone ou tu veux quelque chose de simple parce que ton expérience Android était pas super? Prends un Pixel de Google. Est-ce que tu es habitué avec Android et où tu veux avoir le maximum d'options et d'innovation? Prends un Galaxy de Samsung. Donc, that's it, fin de la vidéo. Si c'est pas déjà le cas, assurez-vous d'être abonné. Mais non, je vais donner plus d'explications quand même. La philosophie des 2 est assez différente, mais ensemble, ils font quelque chose pour tout le monde. Google vise l'expérience et la simplicité et Samsung vise les fonctionnalités et l'innovation. Personnellement, je recommande pour la grande majorité des gens d'aller avec un Pixel. En cas de doute, c'est le bon choix. C'est pas pour rien que je reçois une tonne de messages de gens qui ont switché d'un iPhone à un Pixel et ils l'adorent. Par contre, moi j'utilise des appareils Galaxy de Samsung, je ne jure que par ça en ce moment. Bon, je suis encore triste pour Huawei, mais... L'ironie dans l'histoire, c'est qu'il y a longtemps, j'ai détesté les appareils de Samsung. Du Galaxy S au Galaxy S6, c'était à l'époque des appareils que j'insultais royalement du même niveau que les iPhones aujourd'hui. L'interface était horrible et désorganisée, la construction était cheap et en plastique, et en général, c'était pas des appareils très plaisants à utiliser. C'était cramé d'une tonne de fonctionnalités inutiles et mêlantes. Google, pendant ce temps-là, voyait tout le monde qui prenait leur système Android et faisait n'importe quoi avec. Alors, ils ont décidé de faire la gamme Nexus pour avoir un téléphone sur le marché qui était plus simple et aligné avec leur vision d'Android. J'ai adoré mon rouge et magnifique Nexus 5. Et là, Samsung s'est réveillé et à partir du S7, on commençait à créer des téléphones de qualité avec une interface simplifiée et une parfaite balance de fonctionnalités. J'ai adoré mon S7 Edge. La gamme Nexus est devenue le Pixel et Samsung ont poussé leur gamme S vers les Galaxy Note, qui inclut un crayon, et Galaxy Z, qui sont leurs téléphones pliables. Ils ont passé des appareils que je détestais le plus à ceux que j'utilise maintenant à chaque jour. Donc, ça fait quoi ces grandes différences philosophiques sur comment faire un téléphone? Du côté de Google, c'est l'intégration, et du côté de Samsung, c'est les options. Google font peu de téléphones, tous avec leurs apps, Gmail, Google Play, Google Calendar, Google Fit, Google Pay, Google Chrome, Google Photos, etc. Samsung, eux, font une tonne d'appareils, et tout avec les apps de Google, plus leur mail, leur Galaxy Store, calendrier, Samsung Health, Samsung Pay, Samsung Internet, Gallery pour les photos, etc. Donc oui, ça fait un téléphone qui a essentiellement tout en double. Une version Google et une version Samsung. Pour quelqu'un qui trouve ça bizarre et compliqué, c'est un point totalement valide, surtout venant d'un iPhone où le téléphone est fait par Apple et c'est les apps de Apple. That's it. Dans ce cas-là, un Pixel est parfait. C'est le téléphone de Google, Android est par Google, c'est les apps de Google, that's it. Mais pour quelqu'un comme moi, plus c'est mieux. Google Photos sert à backup mes photos, les naviguer dans le cloud avec leurs recherches, mais Gallery de Samsung me donne un meilleur contrôle sur les dossiers sur mon téléphone et des options de plus que j'aime avoir pour être organisé. L'app caméra sur les Pixels est définitivement simple et épurée avec les fonctions les plus importantes directement sous la main, mais l'app caméra de Samsung me laisse prendre des photos par commande vocale, déplacer le bouton où je veux sur l'écran pour avoir une meilleure grip et me donne même des options entièrement manuelles si je veux. C'est con, mais c'est pratique là, à bout de bras bien placé de juste dire « Smile » et là, 3, 2, 1, clic, la photo est prise comme que je veux sans bouger. En bref, si t'es pas capable de gérer des notifications qui viennent de 2 magasins d'apps différents, casse-toi pas la tête et va avec un Pixel. Sinon, prends un Galaxy, tu vas t'habituer vite et tu vas adorer toutes les options. Là, sérieusement, pour 2 ans, tu vas encore découvrir des choses à faire avec. Niveau téléphone, c'est environ le même principe. Google a toujours eu moins de 4 pixels différents en vente simultanément, et Samsung a tellement de gammes et d'appareils différents qui ont autant des options en bas de 200$ avec la série A qu'à presque 3000$ avec la série Z. Facilement, juste au Canada, une trentaine d'options. Je suis pas mal sûr que pas grand monde ici a entendu parler du Samsung Xcover Pro. Les Pixels ont généralement 3 modèles, A, régulier et XL ou Pro. A, c'est l'entrée de gamme, et soyons honnêtes, c'est le téléphone le plus facile à recommander. Ça fait tout, c'est pas cher, en bas de 500$, les photos sont super belles, et ont même battu l'iPhone 13 dans un test à l'aveugle voté par des dizaines de milliers de gens. Les fantastiques, c'est pas lent, fantastique. C'est juste triste qu'on est encore au Pixel 4a quand le 5a est disponible dans certains pays.
Après, on tombe dans les pixels réguliers. Donc, en ce moment, le Pixel 6 et 6 Pro. Le meilleur deal, c'est le Pixel 6 qui est beau et prend des photos fantastiques. Le nouveau Android est superbe, le design est fun et coloré. Et le nouveau processeur de Google ouvre la porte à plein de fonctionnalités super cool, comme l'effaceur magique, qui fait juste enlever les choses que vous voulez pas dans vos photos automatiquement. Ou l'assistante Google qui va répondre pour vous au téléphone pour voir si c'est du spam ou un appel important. Vraiment cool. Si vous avez de l'argent de plus, le 6 Pro a un super zoom, un plus gros écran qui rafraîchit plus vite, une construction plus premium, mais c'est pas autant un aubaine que le 6. Du côté de Samsung, évidemment, c'est plus compliqué. C'est pas entrée de gamme, régulier, version Pro. On tombe encore avec une quantité ridicule d'options qu'on va rapidement naviguer ensemble. En bref, si vous n'avez pas un gros budget mais vous voulez avoir le maximum de téléphones pour le prix chez Samsung, prenez-vous un de la série A que vous pouvez vous payer. Un A12, c'est 200 $. Rendu là, comparez ça avec un Moto G Play et les deux vont vous donner un téléphone complet pour vraiment pas cher. Un A52, par exemple, va vous coûter 500 $, mais vous allez avoir de la 5G, une caméra de 64 mégapixels et de la résistance à l'eau. Pixel 4a fait pas ça. Après la série A, on tombe dans la série S, que vous connaissez sûrement très bien. C'est le téléphone haut de gamme, le mieux balancé en termes de prix, puissance, fonctionnalité. L'iPhone 13, encore aujourd'hui, a un stupide écran de 60 images par seconde, quand le S20 avait 120 images secondes il y a 2 ans. Le S21 aussi, et le S22 qui devrait sortir dans pas long aussi. Il devrait y avoir une version FE ou Fan Edition du S21 très bientôt, qui est en bref un S21 moins cher juste avant la sortie du S22. Donc, la gamme S est en général ce que vous visez pour un très bon téléphone chez Samsung. C'est là qu'ils mettent le maximum d'efforts et d'amour, surtout sur les modèles Plus. Finalement, on tombe dans les téléphones plus haut de gamme comme les Ultra, Note et Z. Les versions Ultra, c'est Samsung qui met le maximum d'efforts dedans. Le S21 Ultra, par exemple, est un monstre niveau performance, batterie, zoom de 100x, 108 mégapixels, il y a presque tout. Mon opinion est qu'encore aujourd'hui, après un an, le meilleur téléphone point reste le Galaxy Note 20 Ultra de l'an passé. Les Notes ont toujours été le meilleur que Samsung offre dans un package élégant avec leur fantastique crayon intégré dans le téléphone. Le S21 Ultra, l'écran est à côté, ce qui est moins fun. Mais je crois encore que le meilleur téléphone reste le dernier Note parce qu'il n'y en a pas eu cette année, malheureusement. Ce qu'on a eu, par exemple, c'est deux nouveaux téléphones de la gamme Z, le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Le Z Flip 3 est un téléphone régulier qui se plie en deux pour être compact et le Z Fold 3 est un téléphone régulier qui se déplie pour devenir une tablette. Le Flip est dans le même prix qu'un iPhone pour un téléphone innovateur et vraiment le fun, pliable, disponible en fantastique lilas et crème gold. Et Apple se donne à eux-mêmes la médaille d'innovateur. En tout cas, le Fold, lui, est le téléphone qui est en ce moment dans ma poche à tous les jours. D'avoir un téléphone et tablette dans un appareil dans ma poche pour faire plusieurs choses en même temps, retoucher des photos, en gros en plus, avec le crayon, écouter des vidéos, c'est juste incroyablement fantastique. J'ai une superbe vidéo là-dessus que j'ai faite avec mes amis chez TELUS sur mon Instagram si vous voulez en voir plus. Je suis pas prêt à dire que c'est le meilleur téléphone, parce que même s'il supporte le crayon, il faut le traîner à côté. Il n'a d'aucune façon les superbes caméras 108 mégapixels du Note 20 Ultra et S21 Ultra, ce qui fait chier. On rajoute à ça le prix exorbitant de 2500 $, et encore aujourd'hui, je considère même après un an mon Note 20 Ultra comme le meilleur téléphone, point. Que je t'aime, toi. Je peux honnêtement vous parler de téléphone et de technologie toute la journée, mais pour de vrai, ça finirait pas. Non seulement sur les appareils qu'on a aujourd'hui, mais encore plus sur les appareils d'avant, comme les incroyables téléphones Pre et Veer avec WebOS. Encore aujourd'hui, dans mes téléphones préférés. Check ça. Le N9 avec MeeGo, qui a existé pendant quelques jours avant d'être tué par le géant Nokia. Ou les Windows Phone avec leur interface qui était juste un énorme plaisir à utiliser. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur ma smartwatch ou montre intelligente préférée. Mes recommandations sont très simples. C'est les nouvelles de Huawei, mais on passe à travers les autres options rapidement quand même. J'ai promis 3 vidéos pour la fin de l'année. La prochaine, c'est un test du nouveau MacBook Pro avec leur nouveau processeur M1. Je l'avais réellement acheté pour moi et ça a fini à ce que j'achète 2 autres appareils, dont un iPad Pro, pour avoir une conclusion solide de quoi garder, quoi faire. Et oui, il y a là-dedans un produit Apple que je peux fortement recommander pour un groupe de gens précis. Comme d'habitude, vous avez mes réseaux sociaux. Je suis surtout très actif sur Instagram où je vous partage ce que je teste et reçois au fur et à mesure. Évidemment, si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires en bas. Soyez beaux, soyez coquins et je vous aime!